Et j'ai trouvé ça à l'étage. Je l'ai un peu décoré pour lui. Pourquoi? Parce que c'était un chaton très spécial, alors il mérite une place très spéciale. Il est dedans? Oui. Je peux le voir? Tu pourrais dire quelques mots pour lui. Tu crois? Si tu as envie. C'est ce qu'on fait souvent. Un éloge funèbre. Qu'est-ce que je dois dire? C'est à toi de voir. Certains disent au revoir. Ou tu peux raconter une histoire. Quel genre d'histoire? Ce que tu veux. Tu sais, quand tu prends une photo, tu captures quelque chose pour toujours. Telle qu'elle est. C'est pareil pour les histoires. Alors quand les choses... Quand on meurt, on survit à travers des histoires. Et quand quelqu'un raconte une de ces histoires, c'est comme si on était encore là. Pour ceux qui la racontent. On est tous des histoires, au final. Tu veux essayer? Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Ok, d'accord. D'accord, t'as toujours dit que... ton cerveau était comme une radio. Si personne ne répond quand tu appelles, contente-toi d'écouter. Aide-moi. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et bonjour à vous, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission. En tout cas, toi ça peut-être, me... mais moi aussi j'en ai fait. Ça ne compte sans toi. pas. Ça, voilà. L'émission sans moi ne compte pas, bien évidemment. Et du coup, évidemment, aujourd'hui, on revient sur des choses importantes. On parlera de cinéma américain avec notamment Sinners et Life of Chuck. Donc, comme quoi, on est vraiment en retard, quoi. Ça fait 2 mois, Sinners, je crois, un truc comme ça qui s'est sorti. Oui, mais c'est pas grave. C'est des films qui demandent du temps avant qu'on puisse dire des choses dessus. Ouais. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, tu parleras des restes du monde. Exactement. Avec du cinéma américain, mais vieux, et du cinéma portugais, mais récent. Ouais, tout à fait. On va essayer d'organiser ça comme il le faut. Et on va démarrer tout de suite. D'ailleurs, on va pas perdre de temps avec justement Sinners. Donc, ce film qui est sorti justement, comme je disais, il y a quelques temps. Donc film de Ryan Coogler qui avait commis avant des Marvel et des suites de Rocky, des spin-offs des de Creed, Rocky, et puis les Black Panther, voilà, c'est ça. Qui évidemment m'était passé un peu au-dessus du crâne. Moi, j'ai vu ces choses-là, hein, et c'était pas le pire qui pouvait être fait dans Marvel. C'était pas le pire qui... si, par rapport à Rocky, les Creed, c'était quand même pas le mieux qui pouvait être fait. C'était encore moins bien que Rocky 4. Quoi. Ouais, c'était quand même pas terrible. Rocky 4, c'est différent. Tu mets ça de côté, s'il te plaît. Mais en effet, je misais pas grand-chose, entre guillemets, sur Ryan Coogler et ce qu'il aurait pu proposer. Et arrive Sinners, qui est vendu comme le film indépendant, mais quand même fait
par justement ce bonhomme qui est reconnu. C'est pas vraiment un truc indépendant. Mais non, en plus. C'est ça. Non, mais ça a été vendu comme un ouais. petit film par rapport au Marvel et au truc qu'ils avaient. Et là, d'un film, en tout cas personnel, un film d'auteur. Ça a été vendu comme un film d'auteur. Ouais, un peu. C'est un truc, ça c'est suffisamment rare pour être noté, mais c'est un film qui est aussi basé sur une histoire originale. C'est-à-dire, ça n'arrive plus à Hollywood. On le dit souvent, mais c'est le truc dont il faut se rendre compte. Tous les films sont plus ou moins adaptés d'un film préexistant ou d'un récit préexistant. Là, évidemment, même s'il y a des éléments de film de vampire, on est quand même sur un film qui invente son univers. Alors, au-delà du film de vampire, et on va y revenir. Donc, en effet, voilà, Ryan Coogler, on n'y croyait pas. Là, il fait son projet, très bien. Moi, j'y croyais pas du tout, mais force est d'admettre que c'est en tout cas, si c'est pas une réussite totale, en tout cas, moi, ça m'a complètement happé et j'étais à fond dedans. Et qu'il nous restera des choses de ce film. Tu as parlé d'un film de vampire, je vais peut-être commencer par ça, justement, par le fait qu'il parvient quand même, on évoquera le Life of Chuck juste après, et sur ce renouveau un petit peu des années 90, enfin en tout cas moi ce ressenti années 90 que je peux avoir, cette absence de cynisme déjà qu'il peut y avoir, alors qu'on peut la ressentir dans les derniers produits Marvel notamment. Là, il va faire un mélange des genres assez réussi, je trouve. Donc en effet, tu as le film de vampire, tu vas avoir le Home Invasion, tu vas avoir le film musical. Il y a différentes choses comme ça qui se mélangent dans le Sinners d'Orian Coogler, qui sont, je trouve, très réussis. Ce qui m'a surtout, moi, le plus marqué, et c'est pour ça que j'évoquais Life of Chuck en même temps, c'est que en effet, j'ai l'impression d'avoir un retour de ciné-club des années 90 quand je vois ces deux films-là, en fait, qui me satisfait parce que c'est un retour sans aucun cynisme, en fait, avec une générosité, avec un appel, en effet, à différents genres cinématographiques. Donc, quand on parle de genre, c'est plutôt, en effet, du fantastique ou de l'horreur, des choses comme ça. Mais là, avec le Sinners, il va faire appel à différents genres, il va tout mélanger, et ça se mélange très, très bien, comme je l'ai dit. Il y a presque le heist movie, on pourrait presque dire, parce qu'en fait, en gros, il y a un truc de recrutement, un peu comme dans les 12 salopards. On se retrouve quand même avec un film d'époque aussi, un film de la Grande Dépression, comme le cinéma des années 70 pouvait le rappeler. Enfin voilà, on revient à quelque chose comme ça. Il mélange énormément de choses, mais ce qui m'a marqué avec ces deux films-là, que j'ai vus, moi, avec peu d'intervalle, c'est que d'un coup, j'avais ce retour un petit peu de ce cinéma des années 90 qui me plaisait parce que, justement, il faisait appel au genre, il pouvait les mélanger, évidemment, avec grande générosité, sans la prétention que peuvent avoir certains cinéastes considérés comme adultes aujourd'hui, évidemment Nolan, Villeneuve en première, voilà, qui nous insupportent parce que ils auraient pu eux rentrer dans cette case-là, mais c'est pas leur prétention, je pense, qui gêne tant que ça. C'est encore autre chose. C'est le fait qu'ils passent à côté du fait d'adapter leur prétention à un certain classicisme. Dans Sinners comme dans Life of Chuck, je retrouve un certain classicisme, en fait, malgré ou grâce même d'ailleurs à certains effets de mise en scène que peut adapter Coogler. On y reviendra, je pense, mais il y a 2-3 séquences dans Sinners qui, en termes de mise en scène, sont merveilleuses, mais ça ne te fait pas sortir du film, bien au contraire, en fait. Et pour moi, les deux films, on parlera de Life of Chuck après, mais rentre dans une forme de classicisme hollywoodien, à savoir que le principal, c'est le récit, en fait. On a un vrai récit, et c'est ce qui fonctionne le plus. Enfin, c'est ce pourquoi Sinners fonctionne principalement, je pense, parce qu'il a un vrai récit qui s'ancre aussi dans une forme de même s'il n'avait pas cette réalité historique, en fait, il pourrait peut-être fonctionner aussi, mais là, ça rajoute à ça. Et cette forme de classicisme m'a permis, moi en tout cas, elle m'a fait du bien et m'a ramené vraiment à ce cinéma des années 90 qui me manquait. Je dis années 90 parce que c'est ta jeunesse. Parce que c'est ma jeunesse et parce que c'est vrai que ce mélange des genres, justement, cette façon d'utiliser les différents genres, en fait,
Et puis une certaine esthétique, sans doute, en fait, me ramène à cette époque-là. Mais c'est sans doute, évidemment, c'est des trucs qui ont été faits avant et qui se font bien sûr, après, c'est vrai mais que qui se fait suffisamment rare, en fait, pour que... Effectivement, après, je ne saurais pas, moi, si je rattacherais ça aux années 90, mais effectivement, tu dois avoir raison sur certains points. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu surprenants dans le film, dont on a perdu l'habitude dans le cas du cinéma américain. C'est, par exemple, une certaine physicalité, organicité, ou je sais pas quoi, qui peut se ressentir dans les scènes de sexe, par exemple, qui ont un peu disparu des écrans américains complètement. Alors, c'est pas de dire que le film c'est Basic Instinct ou un truc dans le style, mais par contre, quand il y a des séquences de sexe, elles sont assez crues et assez viscérales, assez organiques, assez tendues, sensuelles. Il y a vraiment ce truc-là. Il y a cette présence des corps qui, bon, évidemment, on va pas rentrer dans les trucs de théorie du cinéma, plus, hein, mais en tout cas il y a une disparition en tout cas de toute la corporalité un peu dans le cinéma américain, évidemment. Là c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait vraiment c'est très présent. Moi par contre sur le truc du récit, c'est là où je me dirais il y a quand même une certaine spécificité dans le film, c'est que plus que le récit qui rentrerait en ligne de compte, c'est quand même plutôt un récit qui est vraiment dirigé par ses personnages, quoi. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, parce que pour Life of Chuck c'est la même chose, c'est un récit qui est mené par le personnage. Il y a de ça, et je pense que là, effectivement, parce que c'est aussi un truc qui est très étonnant dans le film, c'est que ça prend son temps, parce que justement, l'ingrédient fantastique va arriver, il est annoncé par un carton introductif où on se doute, puis on a vu la com, on vit pas dans des cavernes, mais par contre, moi en tout cas, malheureusement, mais par contre, c'est vrai que l'élément fantastique à proprement parler, il va arriver au bout de 45 minutes, 50 minutes, quoi, où il va y avoir vraiment une introduction d'un personnage fantastique. Tout ne tient pas là-dessus. Et tout ne tient pas là-dessus, parce qu'en fait, ce qui tient le film auparavant, mais je trouve que c'est vraiment même Enfin, moi, ça m'a cueilli dès le départ, justement pour ça. Sur ce côté, les personnages sont là. Ils sont super bien incarnés. Alors, évidemment, Michael Jordan, oui, effectivement, qui joue un double rôle pas mal. Très, très classe, évidemment. Ouais, mais qui ne sert pas à grand-chose. Qui ne sert pas à grand-chose. C'est pas... Et puis, double rôle ne sert à rien, malheureusement. On sait jamais qui est qui. C'est pas... Il y a un problème d'écriture là-dessus, parce que le film est bourré de problèmes par ailleurs. Mais le personnage du jeune garçon est super. Le personnage on va écouter un extrait tout à l'heure dont j'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'est un acteur qu'on voit souvent dans les films. Ce vieux afro-américain là, avec une voix pas possible, il est extraordinaire. Et toute la galerie de personnages, les asiatiques et tout ça, sont posés en 2 temps 3 mouvements, un peu justement comme dans ces films à la 7 personnaires, ou parce que le début, la structure du film, c'est une campagne de recrutement de ces 2 frangins jumeaux qui arrivent et qui vont recruter différents personnages ou différents salariés pour ouvrir leur boîte de nuit. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un nouveau personnage, on dit putain, ça existe direct, quoi. C'est super, ça existe direct. Moi, j'achète tout. Alors, pour évacuer différents problèmes, déjà, c'est vrai que la mise en scène, en termes là où qui est vraiment le béaba, pas le béaba de la mise en scène, mais là où on peut reconnaître vraiment ceux qui savent un petit peu toucher leur bille en termes de mise en espace et tout ça, c'est que les scènes d'action elles sont nulles. C'est vraiment pas terrible, quoi. Dès qu'il y a dès qu'il y a de la bagarre, on comprend plus rien et c'est un peu dommage. Ceci dit, ça veut pas dire que toute la mise en scène est nulle. T'as cité effectivement cette scène qui est hallucinante, qu'il faut peut-être pas. Enfin, le film a été beaucoup vu, c'est un succès, c'est une très très bonne nouvelle d'ailleurs dans le cadre du cinéma américain, parce que c'est une première fois depuis longtemps qu'un film non adapté d'un univers préexistant cartonne autant. Parce que Ryan Coogler, même s'il peut être connu, tout le monde n'est pas cinéphile. C'est difficile quand même de vivre, de faire vendre ce film. Si Michael Jordan aussi, c'est une star, mais c'est pas non plus la star. Et il n'empêche que le film a conquis son public. Et ça, c'est vraiment quand même une plutôt bonne nouvelle. Et la scène, de musique est hallucinante. Et là, on est vraiment dans un truc qui est vraiment purement auteur de vouloir dire, chose qu'on n'aurait jamais vue dans les années 90, je pense, une scène comme ça, non seulement techniquement, parce que c'est une scène qui repose beaucoup sur des effets spéciaux numériques invisibles, mais qui est aussi une sorte de fantasmagorie visuelle hyper émouvante, très très entraînante et très risquée, qui aurait pu être complètement nanardeuse, mais qui l'emporte vraiment complètement. Elle est fantastique. Et moi ce qui m'a encore plus, enfin pas encore plus, mais qui m'a beaucoup emporté dans le film, c'est la relecture du mythe vampirique à l'aune des problématiques raciales. En fait, c'est vraiment cette idée, toute la réflexion que mène le film, réflexion, ça serait peut-être
pas vraiment le mot approprié, mais sur qu'est-ce que c'est un individu, qu'est-ce que c'est une communauté et qu'est-ce que c'est faire communauté. Est-ce que c'est fait disparaître son individualité? En fait, en tout cas, de réadapter ces mythes-là vampiriques et même ce mythe, en fait, d'adapter le mythe du vampire avec ce mythe du blues à la Robert Johnson, de vendre son âme au diable, et de faire ça aujourd'hui, en fait, aux États-Unis, après, évidemment, tous les nouveaux heures qui ont eu lieu depuis 10 ans encore, parce qu'il y en a eu de nouveaux. C'est sans que ça soit surchargé de discours, en fait. C'est-à-dire quand j'évoquais justement la force du récit tout à l'heure, c'est ça que je voulais raconter, c'est que le film aurait pu être lourdingue. Si Spike Lee avait fait ce film-là, je pense que le discours... Le Spike Lee d'aujourd'hui, probablement. Le Spike Lee des années 90, moins. Effectivement... Parce que le discours sur le conflit racial, je pense, aurait été prédominant. Là, il rentre dans le récit, je pense, complètement, en fait. Mais il est complètement organiquement lié au récit. Mais en plus, et c'est vrai que c'est peut-être un peu débile de dire ça, mais c'est un truc qu'on ressent aussi dans Get Out, moi, qui est un film que je peux revoir de temps en temps et que j'aime bien aussi. Get Out, moi, ça me trouve trop lourd. Certains défauts, mais par contre il y a des trucs où je me dis putain, alors c'est peut-être complètement con ce que je veux dire, mais ça se voit que c'est un Afro-Américain qui filme, et chose qu'on voit pas dans le cinéma américain. C'est un peu, c'est encore une fois peut-être un peu débile ce que je veux dire, mais c'est comme dans certains films réalisés par des femmes, tu dis putain ça fait du bien, tu ressens un regard qui n'aura pu être que simulé dans les précédents films qu'on a pu voir qui veulent s'intéresser à ces problématiques là, mais là dans ce film là tu sens que cette problématique là elle est complètement habitée sur cette idée de je suis un personnage, mais je suis assigné à une caste par le regard des autres. Et ce que je veux dire, c'est que sur le truc des vampires, c'est que c'est justement ces personnages qui sont bizarrement mais très intelligemment dans le récit. Le meneur des vampires est un Irlandais, c'est-à-dire le nègre blanc, en fait, en gros. Donc les mecs qui ont été complètement laminés, ou les premiers immigrés, mis en esclavage, mis en famine par les Anglais. Enfin, total, c'est vraiment le nègre blanc. Et eux vont valoriser le fait de complètement oublier l'individualité pour faire corps, parce que au final on parle beaucoup que c'est des films de vampires, mais c'est aussi presque des films de body snatcher, c'est-à-dire que l'idée c'est que eux ce qu'ils veulent faire valoir comme idée, les vampires, c'est genre reviens, on va intégrer toute ta mémoire et toute ta mémoire nous appartiendra complètement. Donc au final il y a quand même une réflexion dans tout le film foutre en l'air tout John Ford, mais qui est hyper intéressante, je trouve, et très très maligne et vraiment très fertile, je trouve, dans le film, sur cette question on fait groupe, le bonheur de faire groupe par la danse notamment, parce que la danse c'est aussi ça, c'est qu'on se fond dans une fête musical, on oublie son individualité, on rentre dans une chorégraphie globale qui est celle de cette boîte de nuit. C'est le principe de cette scène là qui d'un coup mélange tous les corps qui n'en font plus qu'un, mais en même temps c'est le désir de ce truc là. Et en même temps, l'aboutissement de ce désir-là, c'est aussi l'horreur des vampires qui arrivent et qui disent on va vraiment faire corps complètement. Moi, je trouve que c'est hyper malin là-dessus, et je pense que c'est ce qui rend aussi la scène finale magnifique. La scène post-générique en plus, qui est très étonnante, parce que c'est vraiment la séquence post-générique, c'est vraiment un truc qui vient de Marvel principalement. Non, mais où ça évoque encore une fois justement l'appartenance à un groupe, et comment justement on va se détacher d'un groupe et suivre son propre chemin, en fait. Complètement. Et c'est qu'il y a vraiment ce truc-là de se dire, on s'est écarté du monde. En fait, les vampires ont décidé de faire corps, mais ils se sont écartés du monde. Et en fait, ils se disent, ils sont écartés du monde. Donc, dans cette séquence-là, c'est par exemple leur rapport au jour. Ils peuvent plus vivre le jour, mais ils se disent, on a l'immortalité, on est ensemble, mais par contre, on ne fait plus partie du monde. Et c'est aussi tout l'enjeu de cette boîte de nuit, qui est une boîte on dirait aujourd'hui une boîte de nuit non mixte, qui n'accueille que des Afro-Américains. Mais toute la réflexion quand même est très maligne, très ambivalente, paradoxale, peut-être pas menée à son terme, peut-être que ça aurait pu être beaucoup mieux, mais je sais que moi c'est un film que je reverrai vraiment avec plaisir. Effet, le film a ses défauts en termes d'écriture, en termes de mise en scène, comme tu disais, les films de bagarre,
sont nuls. C'est dommage. En termes d'écriture, que Jordan ait 2 rôles, ça mène à rien. Donc on aurait pu... mais malgré ça, il y a suffisamment de choses vraiment prenantes. C'est-à-dire que le film, malgré ça, de toute façon, est prenant. En termes de récit, en fait, on regarde le film et on dit putain, moi franchement en finissant le film je serais ravi que le cinéma américain me propose plus régulièrement en fait des objets de cet acabit et je serais vraiment complètement allez-y et en retrouvant comme je dis voilà et tu t'évoquais peut-être une motivation ou en tout cas un regard particulier pour la mise en scène de ce film. Je suis d'accord, enfin tu sens que le film à la base s'est construit sur de bonnes motivations en fait. Et en fait c'est suffisamment rare pour être souligné et en fait tu sens que tout est mené par un regard que ça soit celui de Coogler ou d'autres choses, mais en tout cas le film est mené par un truc. Il a un cœur quoi en fait. Il a un cœur et puis en fait j'ai envie de dire même dans son rapport à la sexualité il est particulier. Je veux dire la première scène de cul qui arrive avec la nana qui est plutôt une nana une grosse Renoir hyper bien en chair et tout ça et un truc tu dis mais enfin des scènes de sexe comme ça où tu vois rien, tu l'as pas parce que c'est pas du tout un corps féminin qui est standardisé dans le cas du cinéma américain, pas du tout. Et c'est vraiment un truc que t'as pas. Mené par quelque chose. Et c'est le moment d'enchaîner avec Life of Chuck. Donc lui qui vient de sortir. Parce que Sinners, lui, il est disponible ça fait déjà. quelques temps. Limite, il pouvait le trouver en Blu-ray, je crois. Life of Chuck, lui, c'est un film de Mike Flanagan qui vient de sortir au cinéma. Adaptation de Stephen King. Donc lui, il rentre dans un genre particulier. Des adaptations de Stephen King en fait. On avait fait une émission qui n'est pas avec, vraiment un genre en soi parce que c'est assez divers quand même. On avait fait une émission à ce sujet avec messieurs François Co et Mathieu Rostac. Je vous invite à la réécouter. On va pas revenir sur tout ce que Stephen King peut ramener comme thématique notamment, mais moi j'étais un peu inquiet. McFlanagan, il a déjà adapté plusieurs fois Stephen King, notamment avec Jesse pour Netflix, qui était vraiment pas les pires trucs que Netflix a pu faire, hein. C'était pas mal du tout, justement parce que c'était un peu cracra aussi par moment. Il avait aussi adapté Dr. Sleep, donc la suite de Shining, ce qui était quand même assez couillu. Et puis il a fait d'autres séries pour Netflix. C'est vraiment un cinéaste Netflix pour moi, et jusqu'ici je le cantonnais un petit peu d'ailleurs à cette case entre guillemets, y compris pour ses séries adaptées de Shirley Jackson. Voilà, pour moi il était et même Dr. Sleep, je trouvais une esthétique Netflix en fait là-dedans. C'est pas faux, malgré quelques idées de mise en scène évidemment, et un certain courage que je ne peux pas nier, à savoir je vais à la fois, et je parle de Dr. Sleep, de respecter le roman de Stephen King, la suite de Shining, et respecter aussi le film de Kubrick que King lui-même a désavoué parce que ça correspondait pas du tout au roman en fait, et de créer un lien entre les deux et d'essayer de faire de les accommoder ensemble en fait. Et je l'ai revu du coup pour cette émission parce que je suis un professionnel et que je travaille. Bravo. Et je trouve qu'il a réussi cette mission en fait, vraiment d'accommoder ces différentes histoires littéraires, cinématographiques et de culture populaire, parce que le Shining de Kubrick est rentré évidemment dans la culture populaire. C'est très difficile aujourd'hui, enfin il aurait été très difficile, c'était il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, de vraiment faire une suite à Shining sans en fait évoquer. Il a réussi à vraiment accommoder les deux. Et d'ailleurs, il a transformé lui aussi le roman Dr. Sleep. Donc voilà, j'étais un petit peu circonspect quand même quant à l'adaptation de cette nouvelle, parce que c'est une nouvelle, La vie de Chuck. Et ce qui m'a à la fois surpris et déçu, c'est bien évidemment, il a été particulièrement respectueux de la nouvelle en 3 parties. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu La vie de Chuck, ça sert à rien d'écouter parce qu'on peut rien en dire sans déflorer le film. Donc allez voir le film, ça vaut vraiment le coup, c'est super. C'est un feel good movie avec la fin du monde dedans. C'est un feel good movie sur la mort. Voilà, et voilà, c'est tout le monde en parlera dans 20 ans. Donc allez le voir maintenant avant qu'il soit trop tard. Mais voilà, donc il respecte
très très bien la nouvelle, avec la construction notamment, donc c'est 3 parties. La première partie avec la fin du monde, deuxième partie, voilà, bref. Et en même temps, il l'explicite, et ça m'a fait chier, parce que la nouvelle, elle a un truc mystérieux un petit peu, en fait. Et donc, il nique un petit peu ce côté mystérieux de la nouvelle. Ça m'a ennuyé. Et puis, en effet, il a une esthétique qui reste pour moi Netflixienne, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de cinéma, il y a peu de choses. Sinners, dont on parlait juste avant, on sent une prétention cinématographique. C'est pas quelque chose de mal, hein. Dans Sinners, il y a une vraie image, il y a une esthétique avec du grain, avec des choses, ça me plaît, ça me touche. Là, dans Life of Chuck, et ça manque, en fait, il y a quelque chose d'un peu trop propre, d'un peu trop Netflix. Ça ressemble justement aux séries qu'il a pu faire pour Netflix, ça ressemble à Jesse, à d'autres téléfilms. Il manque quelque chose, alors même qui est justement, comme je dis, qui respecte cette nouvelle, qui respecte cette histoire, qui est belle. Il y aurait pu y avoir justement une petite touche, un petit grain en fait de cinéma là-dedans. Comme je disais, il y a aussi, moi, ce qui m'agace quand même, c'est cette on donne trop de clés dans le film, en fait. Tout est, ça manque de mystère. Malgré ça, là j'ai sorti tous les saloperies que je pouvais dire sur le film. J'ai passé une séance merveilleuse, j'ai adoré, enfin vraiment, j'ai pris un plaisir fou à regarder ce film, avec cette naïveté, sans être neuneux. C'est-à-dire qu'en effet, on te parle un petit peu de les belles choses de la vie, mais on te parle de la fin du monde, et puis de la mort, et puis de voir ça proprement, et de l'attente. Et je retrouve aussi des choses qui, je pense, intéressent Flanagan. C'est-à-dire qu'il n'adapte pas n'importe quoi de Stephen King ou de Shirley Jackson. Lui, je pense que ce qui l'intéresse vachement, c'est justement cette question du temps, des retours entre le temps présent, voilà ce qu'on vit aujourd'hui, et puis constamment des retours vers le passé, et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vit ça. Et dans tous ces films que j'ai vus, il y a un petit peu ces histoires-là. C'est constamment, est-ce qu'il choisit lui d'adapter de Stephen King, on retrouve constamment ça, c'est des récits avec... On vit là en ce moment quelque chose d'abominable, ou en tout cas de flippant. Il peut y avoir une raison dans le passé. On va faire un retour dans le passé, on va voir ce qui s'est passé, on va essayer de le régler. Oui, après, moi, en tout cas, je partage un peu ton enthousiasme, mais effectivement, ce que je dis, c'est que c'est effectivement, moi, ce que j'appelle les petits classiques instantanés. Le film, c'est que tu dis, bah oui, évidemment, ce film-là qui marche en salle, mais pas à la hauteur du succès que je pense qu'il aura dans 10 ans, ou même dans 3 ans, quand le film va atterrir sur Netflix, par exemple, bah, il y aura tous les articles putaclic qui vont dire, enfin, ce film préféré, qui a 98% sur Rotten Tomatoes, débarque sur Netflix. Ça va être quelque chose comme ça, parce que le film risque d'être un film de chevet de beaucoup de gens, particulièrement, je pense, des ados. Enfin, c'est-à-dire que c'est typiquement le genre de film. C'est vrai que c'est assez marrant, parce que dans les adaptations de Stephen King, il y a quelques films comme ça qui sont devenus des classiques, mais qui sont des films qui n'ont pas vraiment marché en salle. Je pense notamment aux Évadés, qui était réalisé par le précédent Mike Flanagan, c'est-à-dire que le précédent Mike Flanagan, avant que Mike Flanagan naisse, c'était Frank Darabont. Frank Darabont et Mike Flanagan, c'est à peu près la même typologie de cinéaste, c'est-à-dire c'est des cinéastes sans génie. C'est pas un mal, c'est plutôt des réalisateurs solides, mais des metteurs en scène en tout cas, mais en termes de cinéma, des fois tu dis c'est dommage, parce que ça pourrait être c'est pas Carpenter, c'est pas De Palma, c'est pas tous les autres mecs qui ont c'est pas Kubrick, on peut pas demander à tout le monde d'être Kubrick ou De Palma, ou Carpenter évidemment, mais c'est vrai que je partage avec toi l'idée que il y a un côté un petit peu trop carré, et moi ça m'a aussi rappelé une veine de cinéma. Moi je sais que moi je suis pas du tout expert en Stephen King écrivain, évidemment j'ai vu la plupart des films adaptés de ces bouquins, mais je ressens dans quelques bouquins que j'ai lus, ou de quelques films, qu'il y a une pente, il y a une pente un peu Paulo Coelho chez Stephen King. Ouais. En fait il y a un truc de grande réflexion sur la vie, qui est un petit peu où on se dit à la fin, qu'est-ce qui reste de cette réflexion là, c'est une citation qu'on va mettre sur un paysage étoilé, qu'on va accrocher dans
dans sa chambre. Non, mais c'est un soit peu il y a la un petit vente. côté Amélie Paulinesque dans c'est un peu ça. Et effectivement, il y a ce truc-là, moi qui peut m'horripiler complètement quand sur certains films, mais qui est aussi le côté, par exemple, dans moi Les Évadés, je sais que c'est un film que j'affecte de détester, mais c'est pas vrai. Est-ce que tu peux pas détester Les Évadés? Mais je le déteste à la hauteur de l'enthousiasme qu'il déclenche. C'est-à-dire que bon, en fait, en gros, je suis un snob mais parce que le film il est solide. Mais par contre, ce pourquoi les gens vont crier au chef-d'œuvre, je veux dire, déconnez pas, c'est quand même bourré de conneries. Mais c'est quand même un super film dimanche mais soir. c'est quand même un super film du dimanche soir. Mais bon, il y a une pente comme ça dans certaines adaptations de Stephen King qui sont nazes. Effectivement, pour le coup, sur les films qui parlent de la mort ou qui ont un vrai rapport mystérieux, il y a Stand By Me et qui pour le coup, et pourtant c'est pas le plus grand cinéaste du monde, Rob Reiner, mais pour le coup, non, et peut-être la nouvelle je ne l'ai pas lu, boulot. mais c'est vrai que là pour le coup, ce mystère est dans le film. Il habite les plans alors que c'est un film extrêmement solaire et tu sens que il y a un point noir. Misery, c'était Rob Reiner aussi. Oui, pareil, et c'est solide, mais dans un mode non fantastique, horrifique. Quand même. Mais c'est pas du tout le même style de récit. C'est vrai que Stand By Me, tu dis en termes de film sur l'enfance qui parle de la mort, ça se pose là. C'est quand même et justement, je trouve que Life of Chuck, je sais pas, en France, il est sorti comme ça aussi. C'est pas la vie de Chuck. Non. Ils sont pas fait chier. Non. C'est troublant quand même. Bref, mais Life of Chuck, il évoque quoi c'est con en soi. C'est-à-dire que c'est 3 parties et la nouvelle, elle fait une centaine de pages à tous les coups. C'est plutôt mystérieux. T'as une première partie, évidemment, sur cette fin du monde. Première partie, fin du monde, qui est franchement angoissante. Parce que tu y crois. Ouais, mais pas tant que ça. Ça date de 2020, c'était dans le recueil Si ça saigne. Dans le roman, dans la nouvelle, il y a un côté angoissant. Et dans le film, il y a 1 ou 2 moments quand même où, si, moi je ressens bien la fin du monde, mais évidemment, il y a une sorte de bienveillance. C'est-à-dire ce qui va le plus important pour King, et je pense que c'est aussi le cas pour Flanagan, c'est comment est-ce que on va s'adapter à cette fin du monde en fait. Et ils partent sur un versant positif. On va s'accompagner et on va être ensemble. Il y a quelque chose de très serein. De très serein, tout en ayant tout en montrant ce qui se passe en fait. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça que je disais que c'était naïf mais pas neuneux en fait. Mais c'est ça qui m'emporte dans le film. Si ça avait été c'est les fameux films qui font semblant de parler de leur sujet. Là c'est un film qui parle de la mort, qui fait semblant de parler de la fin du monde au début du film et qui parle d'une fin de vie. Mais s'il avait complètement éludé le sujet pour ne garder que on va dire l'effort humain, en tout cas pour justement pallier à la détresse que ça pourrait susciter, mais par une sorte de douceur et d'acceptation et tout ça, s'il n'avait pas filmé on va dire l'événement dans toute sa pas brutalité mais dans toute sa dureté, et en fait ça là du coup je me serais dit comme toi, ça sur la pente neuneuse c'est pas possible quoi. Voilà, on a l'impression que c'est dur mais c'est pas du tout dur. Non, c'est vrai que là comme tu le dis, le truc un peu de fin du monde du début du film est assez prégnant, surtout aujourd'hui, et c'est vrai que par contre même là, et du coup la douceur n'en ressort que plus forte. C'est ça, il n'oublie pas oui. Le film est beau et joyeux presque parce que justement il y a cette tragédie en fait. C'est-à-dire que c'est un grand film mélancolique. Moi je l'ai vécu comme ça, alors sans sortir de là, c'est un feel good movie. Faut pas. Ouais, carrément. Le film reste un feel good movie complètement complet. Ouais. C'est un film de guérison totale. C'est ça. Voilà, tu vas dire au début c'est l'horreur et puis ça se passe mal, mais en fait ça va te faire accepter le fait que ça se passe mal. C'est tout le projet du film. C'est pour ça que je dis c'est vraiment des classiques instantanés parce que c'est évident que c'est un film que des gens vont revoir et revoir. Oui, il y a le côté intemporel. C'est C'est-à-dire cool, que, évidemment cette peur de fin du monde. Puis en plus après on dit que c'est intemporel. Ça se trouve dans 5 ans il n'y a plus internet. Ouais. Parce que du coup, cette fin du monde, elle démarre par ça, en fait. Il n'y a plus Internet, qu'est-ce qui se passe Voilà. Le film, voilà, je vais répéter ce qu'on a déjà dit, mais moi, le film, pour moi, fonctionne malgré la surexplication qu'il n'y a pas dans la nouvelle, en fait, justement, sur les rapports entre les différentes parties. En fait, il y a un côté... parce que dans la nouvelle... la première partie, elle est vraiment mystérieuse. En fait. Ouais. Et on ne nous explicite pas pourquoi
Il y a cette première partie et ensuite les suivantes. En fait, on a affaire à une illustration de la nouvelle. Après, j'ai pas... Et l'illustration, en fait, gâche un petit peu du mystère. Disons qu'en fait, le film a évoqué le cinéma de Charlie Kaufman par moment. Enfin, dans cette volonté de faire une sorte de monde mental qui serait au final juste une sorte de projection mentale d'une certaine thématique ou d'une angoisse ou je sais pas quoi, ou comment une angoisse ça se passe dans la tête que ce soit dans la tête de John Malkovich. Ça fait penser à Eternal Sunshine sur des côtés. C'est genre comment figurer un espace intérieur de souvenirs. Là ça se base sur le truc, le poème de je ne sais plus, mais I Am a Multitude de Walt Whitman. Ça pourrait être voilà. Aussi, et c'est vrai que c'est le côté ultra figuratif du film où je me dis effectivement le projet déjà qui devait être dans la nouvelle mais qui était traité que par les mots, c'est juste de se dire cette notion là des gens que nous-mêmes ne sommes non pas l'addition mais qu'on est peuplé de tous les gens qu'on croise dans la vie, de façon littéraire ça reste relativement évasif. Dans le film c'est assez littéral, le monde nous est déployé et c'est une sorte d'incarnation, et c'est en ça où je rapproche ça un petit peu de Charlie Kaufman qui est aussi le scénariste d'Eternal Sunshine par exemple, mais qui marche très bien dans Eternal Sunshine, c'est un super film, mais voilà la projection mentale, je vais dans des souvenirs et je suis c'est Gondry qui filme et les souvenirs sont figurés. C'est figuratif, voilà, même avec le truc Gondry de bric et broc et tout ça, mais c'est figuratif, tout est là, c'est montré, et forcément, ça peut enlever le côté un petit peu mystérieux, ou le côté un petit peu la nature un peu comment dire, complexe du truc. C'est pas vraiment le bon mot, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Et évidemment, c'est ce qui se passe. Donc le côté le figuratif du cinéma, en fait, retire à la nouvelle ces mystères. Ce qui n'empêche, ce qui permet, quand on voit le film, en fait, d'être aussi embarqué beaucoup plus par le récit, en fait, et de s'y retrouver. En fait. Et puis c'est un plaisir. On est évoqué du coup cette phrase qui revient, parce que c'est un truc qui revient dans le film. Dans la nouvelle, c'est pas le cas en fait. Il y a des phrases et des motifs qui reviennent dans le film sur les trois parties, puisque c'est trois parties qui se répondent évidemment. Dans le film, on va pas tout évoquer, même si on a dit qu'on spoilerait tout. Mais le fait est que dans le film, il y a beaucoup de choses qui sont répétées. C'est pas le cas dans la nouvelle. Mais par contre, cette phrase I contain multitudes, qui est extraite d'un poème de Walt Whitman, elle est citée pour le coup au moins une fois dans la nouvelle. Je tenais juste à dire que vous êtes passé à côté d'écouter Bob Dylan, puisque Bob Dylan en a fait le premier morceau de son dernier album et que c'était merveilleux. Et moi, j'ai tout de suite pensé à Bob Dylan quand j'ai entendu ça. Et malgré ça, on va faire une pause et on va pas écouter Bob Dylan. C'est là où je veux en venir. Pour une fois, je vous évite, mais je vous invite quand même à écouter son dernier album et ce morceau I Contain Multitudes. Mais si on passe ça dans l'émission, après, les réseaux, ils veulent plus qu'on passe notre émission. C'est vrai. Donc, on va faire une pause musicale rapide, courte, avec un extrait de la bande originale de Life of Chuck, composée par les Brothers. Ça, c'est toi qui sais. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est pas et moi qui ai puis un travaillé. extrait du Carrie de Brian De Palma, Carrie, qui sera adapté en série par Mike Flanagan. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que là, il s'est basé, il a du bol, sur une bonne nouvelle de Stephen King et il a fait un objet quand même, en termes de cinéma, qui est pas brillant, même si c'était bien. Et que je conseille à tout le monde d'aller le voir encore une fois parce que c'est super. Mais c'est pas son talent à lui, c'est celui de Stephen King. On écoute ça, puis après on laisse Antonin parler de tous les autres films qu'il a vus pendant 6 mois.
Il avait promis de ne pas recommencer. Et je lui ai fait confiance. Mais le péché était en lui. Le péché ne meurt jamais. Au début, il a respecté la règle. Nous vivions en état de grâce. Nous dormions ensemble, mais il ne me touchait pas. Et il y eut cette nuit-là, lorsque j'ai vu son regard se poser sur moi, nous avons prié Dieu de nous donner la force de résister. Son souffle empestait le whisky. Et il m'a prise. Il m'a prise. Comme une brute, au milieu de la chambre, dans cette odeur de vinasse. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai aimé ces caresses écœurantes et ces mains qui fouillaient ma chair. J'aurais dû te confier à Dieu quand tu es venu au monde. À l'instant, c'était un extrait, un petit montage d'ailleurs, de cette musique de Life of Chuck, très chouette, et puis de ce film de Brian De Palma, Carrie, de 78, 79. Bref, c'est pas le problème, on n'est pas accro à ce point-là quand même aux détails. On change complètement de sujet et ressort au cinéma cette semaine dans une restauration 4K, si je dis pas de bêtises. Stop Making Sense de Jonathan Demme, le réalisateur de Silence des Agneaux notamment, qui est au passage quand même un super film. Silence des Agneaux, c'est vraiment très très bien. Mais là, rien à voir, c'est un concert filmé post The Last Waltz de Scorsese, et on va aller voir ce groupe Talking Heads que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En tout cas, c'est ce que j'avais l'impression d'avoir vu lors de la séance à laquelle j'étais hier soir. Mais moi, après, j'ai rajouté ça de façon inopinée au programme, parce que c'est un film évidemment dont j'entends parler quand même depuis quelques temps, parce que c'est un film qui est quand même réputé pour être une des plus grandes captations de concerts de l'histoire du cinéma. Moi, Jonathan Demme, effectivement, il y a des films que j'aime bien. J'aime bien Le Seigneur des Anneaux, surtout les 2 tours, par exemple, mais j'aime bien le 2, quoi. Et j'aime bien Philadelphia aussi. T'as revu Philadelphia? Non, j'ai pas revu Philadelphia. On va revoir. Je l'ai raté. On fera une émission spéciale Jonathan Demme. Ouais. Mais je suis pas sûr. Hein. Franchement, je suis pas sûr. Mais Dangereux sous tout rapport, ça par contre, c'était plutôt un chouette film. Silence des Agneaux, c'est vraiment très bien. Oui. Et en fait, en tout cas, j'étais relativement curieux de voir le film quand même, mais sauf que moi, les Talking Heads, j'ai écouté ça dans les années 70, et puis après j'ai arrêté, quoi. Voilà, évidemment. Mais là, c'était un peu l'occasion de le voir dans une salle pleine, en plus à l'Arvor hier, au jour où on l'enregistre, une grande salle, la grande salle évidemment. Et en fait, c'était extraordinaire. Donc là, le film ressort au jour où on enregistre. Donc je vous encourage vraiment d'y aller. Puis s'il y a des séances un peu événementielles du côté de chez vous, allez-y dans une salle. On enregistre au mois de février 2015. Ouais. Mais c'est un film assez dingo. Qui est vraiment une co-création des Talking Heads et de Jonathan Demme en termes de mise en scène et de scénographie, et qui repose vraiment sur un concert. C'est une captation de 4 concerts différents, mais avec des scénographies similaires, et qui commence en fait avec David Byrne qui rentre avec un ghetto blaster et sa gratte, et puis qui commence à faire un psycho killer uniquement avec la base rythmique du ghetto blaster, et puis lui qui chante. Et au fur et à mesure du film, il y a tous les membres du groupe des Talking Heads qui arrivent peu à peu avec des techniciens relativement apparents qui commencent à monter la scène, et on passe d'un truc extrêmement dépouillé, limite hangar, à une sorte de scénographie à la fois en volume, de tous les mobiliers de scène et tout ça qui sont là, et puis de sculpture de lumière.
et de projection qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est un film qui est assez fascinant parce que il est à la fois complètement viscéral parce que la musique des Talking Heads est très basée sur un rythme relativement pas de trance, mais en fait un truc très issu des musiques afro-américaines, donc on est vraiment dans quelque chose qui t'emporte un maximum, je sais pas qu'on dit un gros taux de BPM ou je sais pas quoi, mais en tout cas il y a vraiment non mais je dis n'importe quoi, mais vraiment on est vraiment dans un truc où t'es vraiment complètement emporté. Donc ça c'est pour l'approche un petit peu viscérale du truc, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que on voit la chose se fabriquer en direct. Donc c'est un paradoxe en fait, c'est qu'à la fois on est dans un truc qui te prend directement l'aspect musical, et que ce que tu vois à l'écran, c'est la fabrication. En fait, c'est la fabrication de cette musique avec les différentes parties rythmiques, mélodiques qui arrivent, les parties scénographiques qui arrivent, qui ne cachent pas ses coutures, avec les techniciens qui sont là pour te montrer, pour porter les trucs, les jeux de lumière qui sont faits en direct avec des mecs qui se baladent avec des spots, la caméra qui ne se fait pas vraiment oublier non plus, avec des clins d'œil au truc. Donc il y a tout un côté. Ah non, non, parce qu'au contraire, c'est vraiment hyper prenant, parce que musicalement, c'est déjà ça tue, c'est justement, ça a cette côté vraiment qui t'emporte musicalement, où moi, dans la salle dans laquelle j'étais, ça applaudissait, enfin, les applaudissements qu'on entendait à l'écran du concert filmé étaient redoublés dans la salle, parce que tu peux pas vraiment t'en empêcher, parce que finalement, tu dis, putain, c'est fou, là, l'énergie qui est déployée, des différents musiciens, de David Byrne en particulier, mais aussi de tous ses acolytes. Mais il y a ce truc, effectivement, spécifiquement cinématographique, qui fait que cette sorte de dialectique là entre ce truc un peu musique tribale qui t'emporte vraiment, où tu es complètement en transe, donc dans une sorte d'oubli, de transcendance ou je sais pas quoi, mais qui à l'écran ne montre pas ses coutures, montre vraiment comment ça s'organise, comment ça se construit, comment ça se fabrique en direct. Donc on a l'impression que le film se fait en direct, non pas la musique, pas dans le sens captation live, mais comment le film et la construction de cette musique-là se construit en direct devant tes yeux, quoi. Et ça c'est vraiment fascinant, donc expérience vraiment à vivre en salle, super. Par contre, petit regret pour finir. Effectivement, c'est une restauration 4K, comme le vante l'affiche. C'est A24 qui a racheté les droits de ça. Mais je pense qu'ils ont un peu trop regardé les films de Peter Jackson sur les Beatles. C'est-à-dire que moi, c'était la première fois que je voyais les films, donc j'ai pas de référent sur l'image de base. Mais quand je vois la tronche de David Byrne qui a l'air d'être recouvert de 5 couches de maquillage, ça c'est typique de ces films dont on a retiré un peu le grain et qui rend tous les visages des acteurs un peu cireux. Enfin, tous ceux qui achètent des Blu-ray mal masterisés et tout ça savent de quoi je parle. Et puis malheureusement, ça peut se voir dans quelques ressorties, rééditions sales qu'on peut voir, où des fois ça le fait pas, quoi. Le grain, ça se restaure, ça s'enlève pas. Voilà. Merci Antonin. Stop Making Sense de Jonathan Demme, qui ressort en salle et qui est visible à l'Arvor aussi. Pour terminer cette émission, un film portugais. Ouais. En fait, je vais être assez rapide là-dessus, mais j'avais vraiment envie d'en parler, parce que c'est un film qui sort, me semble-t-il, début juillet. Riche semaine où vous pourrez voir le nouveau Wang Bing, court-métrage, 2h30. Mais ça c'est pour notre notre autopoc. Exactement, il va être content, parce que cette semaine-là, c'est un peu pour les fans du cinéma, moi que j'appelle des fois pour rigoler le cinéma hardcore art essai. Donc les Wang Bing, 2h30, un court-métrage pour lui, parce que d'habitude c'est plutôt 3h30 ou 3h. Pour le précédent, c'est le 3e volet de sa trilogie jeunesse. Mais cette même semaine sort aussi un film qui s'appelle Le Rire et le Couteau, qui fait 3h37 et qui est un film de Pedro Pinho et qui est extraordinaire et qu'il faut vraiment aller voir. Alors moi je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu en lien, et en fait c'est une sorte de, je le pitch même si ça a pas trop de sens, mais c'est l'histoire d'un type, un jeune portugais qui traverse l'Afrique parce qu'il il doit aller remplir une mission dans la Guinée-Bissau pour je ne sais quelle ONG pour délimiter, suite à ses talents d'ingénieur écologiste, la viabilité d'un projet de
d'autoroute au niveau écologique. Et il va, par cette mission-là, rentrer en contact avec le peuple de la ville, les tribus qui habitent à proximité de cette autoroute qui doit être montée, une communauté de plutôt homosexuels de la ville, et les riches notables et les ouvriers étrangers qui vont bosser dans ce coin-là. Donc ça pourrait faire croire genre c'est un peu genre Erin Brockovich, quoi. Ça va être ça, et c'est, il y a de ça en fait. C'est presque il y a quand même un côté film d'enquête en gros, quoi. Mais sauf que évidemment c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un film qui ne repose vraiment pas sur son récit ou la découverte de secrets. On se doute bien de ce qui va se passer. C'est qu'effectivement il y a une sorte de collusion entre les notables qui essayent de faire passer sous silence les impératifs écologiques, machin. Voilà, mais c'est pas ce qui fait le sel du film. C'est un film qui m'a paru être habité, en tout cas, j'avais longtemps que j'avais pas vu ça, par un vrai souffle de l'aventure. On est complètement collé à la tête de ce personnage-là qui débarque dans un territoire qu'il ne connaît absolument pas, sur lequel il est bourré d'a priori extrêmement positif, en bon blanc de gauche, fan en se disant que les Africains ont un secret que nous blancs on a perdu, et tous les Africains font que de se foutre de sa gueule en disant que il est raciste comme tous les blancs, et puis voilà. Je schématise complètement, c'est absolument pas ça, mais il y a un truc que capte le film qui est incroyable, c'est cette collusion de regard de quelqu'un de pourtant plutôt bienveillant, pas non plus dans un rapport de juste caritatif ou je sais pas quoi comme n'importe quelle ONG, mais qui a vraiment un rapport genre je veux m'ouvrir à l'autre. C'est cette sorte d'impossibilité d'établir une communication avec quelqu'un qui est l'altérité absolue, mais en même temps, même si cette relation est impossible, elle a lieu quand même. C'est très très dur, ça marche pas, mais en même temps c'est beau quand même parce que pendant 10 secondes ça marche. On dirait un film indien. Indien, je dirais pas ça parce qu'on est dans un truc, mais bon. Ce film indien avec Goat Life, tu vois. Ah oui, un petit peu de, tu vois ce que je veux dire. Je vois Goat Life, mais on est vraiment dans un truc qui va ressembler. C'est filmé en mode, c'est quand même semi-documentaire, je pense. Toutes les scènes dans n'importe quel avec les ouvriers, a priori c'est les vrais ouvriers du coin, donc on imagine un petit peu, imaginez les ouvriers portugais qui vont bosser pendant 1 an loin de leur famille dans un désert en Afrique pour poser des pipelines ou construire une autoroute. Donc qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Ils vivent dans des bunkers préfabriqués, ils boivent tous les soirs, ils ont pas vu leurs enfants depuis 1 an, ils sont bourrés tous les soirs, il y a des maladies, il y a tout et tout ça, donc on est dans un côté plaisir. Alors je vous conseille d'aller voir Life of Chuck. Ça ressemble presque à Wake in Fright. Il y a des scènes où c'est Wake in Fright, il y a des scènes où c'est du Keshish, il y a des scènes où c'est du Tintin, et c'est hallucinant, et c'est une expérience que moi j'ai vu que sur petit écran et que je vais aller revoir sur grand écran. Le Rire et le couteau de Pedro Pino. Le Rire et le couteau qui passera donc à l'Arvor cet été. Il va dans d'autres salles, j'espère. Et dans d'autres salles, évidemment, on espère. Il est temps de nous quitter. Alors je rappelle, malgré tout, on a pu démarrer la trilogie Indiana Jones le dimanche soir avec le premier au début juin. Fin juin, c'est le 27, 28... 29. J'étais pas très loin. Le Temple maudit sera projeté. Qu'est-ce que j'ai hâte. Et puis à la rentrée au mois de septembre, on aura la dernière croisade. Et donc on vous attend nombreux, bien évidemment, puisque c'était pas complet du tout. Non. Pour les aventuriers de l'Arche perdue. Incompréhensible. Alors que c'était exceptionnel de voir ça sur grand écran et c'était pas complet. Donc venez nombreux pour la suite, en sachant que l'Arche perdue sera reprojetée du coup tout à la fait. rentrée, L'Arche perdue le 14 septembre, il repassera en VF un dimanche matin à 11h. On vous attend nombreux puisque c'est une trilogie exceptionnelle projetée à l'Arvor en partenariat bien évidemment avec nous parce qu'on est là sur place et qu'on le présente et qu'on le regarde et que c'était super franchement. Ça, c'est dommage de rater ça.
Et puis nous, on n'est pas fini, on n'est pas en vacances. Et pourquoi est-ce qu'on fait moins d'émissions aussi? C'est parce qu'on prépare une émission spéciale. Les livres que vous allez pouvoir lire cet été. Et du coup, il faut qu'on ait le temps de les lire. Bah ouais. C'est compliqué de lire. Hein. À nos âges, tout ça. Vous ne vous rendez pas compte quand même à notre âge. Et on se retrouve très bientôt malgré tout. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Et puis, on se quitte avec un petit extrait hommage. Puisque moi en tout cas, toi je sais que tu t'en fous de la musique et de je sais pas ce que c'est. L'art en général. Moi j'attends que la musique soit adaptée au cinéma. Voilà. Ben justement, lui, tu pourrais très bien projeter à l'Arvor par exemple Love and Mercy. C'est un très bon film. Franchement, il est très bien. Tu fais un panel, le travail ou la musique au cinéma, et ben ça, il est dans le top. Love and Mercy, donc l'histoire de Brian Wilson qui vient de nous quitter malheureusement à l'âge de 82 ans, c'est jeune. Et Love and Mercy, c'était très très bien où on le voit travailler, vraiment on le voit travailler sur la création de Pet Sounds, qui est l'un des 5 plus grands albums pop de l'histoire de l'humanité. Et à un moment, Steven Spielberg, il a demandé à Tom Cruise de chanter une chanson des Beach Boys à sa petite fille pour pas qu'elle ait peur du méchant monsieur dans la cave à côté d'elle dans la guerre des mondes. Tim Robbins qui s'était échappé de prison et voilà ce qu'il est l'un devenu. L'un des films les plus angoissants du monde. On se quitte avec un extrait de l'un des films les plus angoissants du monde. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canal B et puis en podcast sur tous les liens que le docteur utilise. On se quitte avec cet extrait de La guerre des mondes de Steven Spielberg. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin. À très bientôt. Ciao. Merci Étienne. Des bisous. Sing me a lullaby and good night. Sing me Hush by Mountain. I'm sorry, Rach. I don't know that one either. I'm not bragging, babe, so don't put me down. 'Cause I got the fastest set of wheels in town. Something comes up to me, they don't even try. So I had a set of wings, man, you know she could fly. She's my little deuce coupe. You don't know